ce qui se trouve dans le vert et ce qui se trouve ici, on va encore le remplacer par du marron. C'est des algorithmes qui sont bons. Ça, je vous explique schématiquement, techniquement c'est un peu plus complexe que ça. Vous y arrivez sur des images de quelle résolution maximale? Ah, ça sur n'importe quelle résolution. Ça, après, ça dépend de la qualité des ordinateurs, mais les algorithmes peuvent travailler sur n'importe quel type de résolution. Plus la résolution est élevée, plus c'est simple. Plus on arrive à travailler. Plus la résolution est faible, plus le résultat qu'on obtiendra sera altéré. Typiquement, si on a une bonne résolution, là, on aura une très bonne courbe qu'on pourra compléter avec des spins, par exemple, et on pourra carrément supprimer, par exemple, le R qui est là et le remplacer par avec des pistons de dégradé avec beaucoup de choses qui sont automatiquement. Il y a aussi du noise removal sur la vidéo. Alors c'est enlever du bruit sur une vidéo. Donc là c'est la vidéo que j'ai qui est la vidéo originale. Ça c'est la vidéo où il y a du bruit. Et ça c'est la vidéo que j'ai récupérée en enlevant le bruit. Alors typiquement le résultat sera plus stable et bien plus beau que sur du traitement d'image. Parce que comme sur une vidéo il y a plusieurs images successives, et que ces plusieurs images ont des particularités en commune. Par exemple, si je revois la vidéo, je vois que en fait, ce qui va bouger là-dedans, ça va être uniquement le type qui va faire bouger sa raquette. Donc vous voyez que la table en fait reste à la même position. Donc en observant les images successives, même s'il y a du bruit, on peut comparer plusieurs images. On peut dire ça c'était dans la première image et c'était pas dans la deuxième, donc c'est forcément du bruit. Et être capable d'enlever le bruit qu'il y a dans une vidéo. Et ça a beaucoup d'applications, notamment pour tout ce qui est vidéo des archives. Maintenant, on regarde beaucoup d'archives de 1920, etc., des vidéos qui sont complètement altérées, notamment sur le site de l'INA en France. Et c'est des algorithmes comme ceux-ci qui sont capables de restaurer des images. Il y a même maintenant, on peut regarder des films de Walt Disney 1920 qui ont été rendus en HD. Alors, ça a été dessiné en petit, c'était stocké sur des bandes magnétiques. C'est grâce à des algorithmes tels que ceux-ci qui permettent si vous voulez, de supprimer le bruit et d'obtenir une image beaucoup plus nette. Donc là, il y a encore quelque chose qui est fait dans ce laboratoire, qui a eu pas mal de succès, c'est en termes de compression d'image. La compression d'image, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ce qui est utilisé, c'est de la recherche qui est faite dans tous les laboratoires du monde, et qui est en plein essor, sur laquelle on essaie de progresser, parce qu'il y a de plus en plus d'informations, et on n'a pas forcément beaucoup d'espace, donc on aime compresser les données. D'accord ? Donc typiquement, par exemple, on va prendre cette image, une image originale, on va la compresser avec le format JPEG. Donc, JPEG, c'est ce que vous avez dans tous les appareils photo et dans tous les ordinateurs du monde. C'est le format international. Donc ça, c'est l'image qu'on obtient en ayant compressé cette image-là. Vous voyez que la qualité est fortement altérée. D'accord ? Il y a un nouveau format qui s'appelle le JPEG 2000, qui a été inventé à l'école polytechnique par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Mallat, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais à Polytechnique, qui améliore considérablement les performances du JPEG. Donc il faut savoir que cette image, toutes les images, les trois images qu'il y a là ont la même taille. D'accord ? Elles ont été compressées par rapport à celle-ci. Celle-ci c'est du BMP, donc c'est une forte résolution, ça prend de la place. Ces trois images ont la même taille et on peut comparer la qualité de l'image. Et là, ce qu'on appelle KSVD, K-Single Value Decomposition, c'est un algorithme qui a été inventé ici dans ce laboratoire pour le professeur Mick Elad. Vous remarquez que la qualité de cette image est nettement meilleure que la qualité de ces deux images-là pour la même taille de fichier. Donc c'est un format de compression qui est nettement plus performant et qui est nettement mieux. Alors pourquoi est-ce que c'est le JPEG qui est dans les ordinateurs? Parce que le JPEG s'est mis en place dans les 20 dernières années. Et dans les 20 prochaines années, ça sera ce format-là qui va sûrement arriver sur le marché, mais on ne peut pas du jour au lendemain prendre les milliards d'appareils électroniques, de caméras, d'ordinateurs, d'appareils photo et leur dire on change de format, c'est plus le JPEG de standard. Donc c'est pour ça que la recherche d'aujourd'hui aura une incidence dans les années à venir et qu'on a maintenant des algorithmes qui sont nettement plus performants pour conserver les données. Autre type d'algorithme sur lequel on travaille, donc ça c'est on travaille beaucoup avec l'industrie des films. Vous avez par exemple ici une image, alors vous voyez que avec les conditions de luminosité, on voit vraiment mal ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce, parce qu'à l'extérieur il fait beau, il y a du soleil, à l'intérieur c'est sombre. Et grâce à certains algorithmes, on est capable vous voyez, d'améliorer le contraste et de voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, quoi. Donc ça a des incidences dans tout ce qui est caméra de surveillance, parce qu'il y a beaucoup de sociétés de sécurité qui travaillent sur ce laboratoire, et notamment avec l'industrie cinématographique avec qui on est en contact.
Encore ce qu'on appelle des algorithmes de super résolution. Alors ça, c'est des choses qui sont maintenant très importantes. Alors comme je vous l'ai expliqué avec la vue de HD, là on a un film, d'accord, donc qui est petit. Si je l'agrandis, typiquement j'obtiens des pixels un peu partout. C'est très moche. D'accord. Si vous faites un zoom sur une photo pixelisée, vous voyez les pixels et c'est moche. Donc ce qu'on est capable de faire dans les vidéos, c'est d'améliorer la résolution et donc d'agrandir l'image. Alors regardez, ça c'est le film que nous on obtient, ça c'est le film qui est à la base. Voilà, ça c'est un petit, ça c'est les méthodes classiques comme ça, donc vous voyez c'est très pixelisé. Et la méthode qui a été faite par le professeur Ron Kimmel et Niki Elad dans ce laboratoire donne une résolution qui est quand même nettement mieux. Donc ça a beaucoup d'incidence ces choses-là dans les télé HD, puisque maintenant vous avez des films, quand vous regardez sur une télé HD, un truc qui était filmé pas en HD, donc en petit, on n'a pas envie d'avoir des trucs moches avec plein de pixels, donc on utilise des algorithmes comme ça pour essayer de raffiner l'image. Alors ça, c'est aussi ce qu'on appelle la segmentation, c'est être capable d'extraire des informations dans une image. Donc ça, c'est un algorithme qui s'appelle Geodesic Active Contours, qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'imagerie. Ça a l'air tout simple, mathématiquement c'est plus compliqué que ça, et ça a la propriété d'être capable d'extraire des objets dans une image, alors qu'on a quand même des perturbations qui sont les contours qu'il y a ici. Donc ça permet d'extraire tous ces objets. Alors à quoi ça sert ces choses-là? Ben, c'est très simple, la segmentation c'est un domaine important, soit par exemple pour traiter une image. Donc j'ai une image, j'aimerais récupérer la clé qui est dans cette image pour travailler dessus. C'est utilisé dans les usines de traitement de déchets. Parce que maintenant ce qui se passe, c'est que dans les traitements de déchets, vous avez plein de déchets qui arrivent, on veut faire un tri, donc on veut séparer les bouteilles en plastique des canettes. Donc avec des algorithmes comme ça, on est capable de faire en temps réel ce qu'on appelle la segmentation, donc d'extraire les différents objets et d'analyser séparément les objets pour savoir ça c'est une canette, ça c'est un morceau de plastique, ça c'est une bouteille en plastique, et être capable de les séparer. Donc dans l'entreprise, il y a aussi beaucoup d'applications de ces choses-là. Alors ça, c'est du tracking qui a été fait pour une société de sécurité qui voulait faire de la surveillance. Alors le but, c'est d'être capable d'extraire des formes dans une scène. Donc là, c'est la phase d'initialisation. D'abord, on fait une pré-segmentation et ensuite on va suivre les personnes qui marchent. Alors vous remarquez premièrement que là, on a réussi à identifier juste la personne sans prendre l'ombre. Ça, c'est aussi un type et il y a deux algorithmes différents, un pour les animaux et un pour les humains. Typiquement, c'est une société qui gère les parkings et qui voulait ne pas avoir à payer des gardes 24 heures sur 24 pour vérifier qu'il n'y avait pas d'intrusion. Donc au lieu de payer un garde, une caméra filme en permanence une scène, elle est capable de savoir s'il y a l'intrusion d'un être humain. Donc comme il y a beaucoup de chats en Israël, vous avez dû le remarquer, des chats errants, on ne veut pas que dès qu'il y a un chat, il y ait une fenêtre d'alarme qui se mette en route. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle du pedestrian tracking, du tracking de piétons, qui a été fait dans ce laboratoire. Il y a aussi un autre laboratoire en électronique qui s'appelle CIPEL, dans lequel je travaille aussi, qui a fait un truc similaire. Alors on travaille beaucoup